Alors Christine, vous pouvez la rencontrer en fait en monomoteur, hein, à Logne, si vous voulez faire du pilotage de petit avion, ou vous pouviez la rencontrer entre Paris et San Francisco en quadrimoteur, puisqu'elle pilotait quand même des A380. Donc depuis toutes ces aventures aériennes, elle s'occupe d'une association qui est notre partenaire et qui est l'association française des femmes pilotes. Donc je donne tout de suite la parole à Christine de Bouvigny. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Association française des femmes pilotes, donc c'est une association qui regroupe les femmes qui pilotent dans toutes les fédérations. Il y a 9 fédérations qui vont du planeur à l'avion, en passant par l'ULM, la construction amateur, le drone en plus, le parachutisme, le vol libre, etc. Et donc, tu dis next. Passer la next. Donc on a pour but et les hommes qui nous soutiennent. Merci. Donc on a pour but d'augmenter le nombre de femmes dans les activités sportives et professionnelles. Donc pour ça, on fait un grand rassemblement des femmes de l'AF chaque année sur un terrain différent en France. Et cette année, ça sera Orléans-Saint-Denis de l'Hôtel le 23-24 septembre, à côté de Donnery où Adrienne Volant est enterrée. Et notre marraine sera une championne de parachutisme qui a créé un club à Orléans qui a maintenant 1000 membres, et elle a créé une spécialité aussi pour les championnats de France. C'est le vol sous aile, où il se pose sur un plan d'eau. C'est assez spectaculaire. Et elle a une montgolfière. Elle est pilote d'avion de montgolfière et championne de parachute. Et maintenant, elle a plus de 70 ans. Il n'y a pas d'âge. Voilà. Bonjour. Donc next. On attribue donc chaque année des bourses sportives de pilotage. 1000 € pour l'avion et 500 € pour les autres disciplines, en planeur, ULM, vol libre, etc. Et des bourses professionnelles aussi de 3000 €, bourse cadet du legs d'une femme pilote qui avait eu du mal à devenir pilote de ligne. Elle avait même pas le droit d'être instructrice, elle était championne de voltige à l'époque. Donc on donne 3 bourses de 3000 € en professionnel, et également maintenant on a des accords avec certaines écoles qui ajoutent 3000 € là-dessus. Voilà, on fait aussi préparation en sélection pour les jeunes femmes, du coaching, next, avec une association qui s'appelle Winning Girls, qui fait des stages gratuits pour les lycéennes, donc préparation au leadership, comment rédiger son CV, comment répondre à des propos sexistes. C'est un garçon qui donne cet atelier avec beaucoup d'humour. Voilà, le combat continue. Et voilà, c'est des ateliers de recherche en même temps très intéressants. Next. Donc on est aujourd'hui dans le domaine de la science. On encourage aussi avec les régions, les écoles, les femmes à aller vers la science. Next. Alors, je vais vous parler aussi, pour compléter ce qu'a dit notre accueillante du jour, sur l'histoire des femmes pour l'espace. On a eu donc les pionnières en aviation, qui sont arrivés après à traverser l'Atlantique avec des petits avions. Betty Miller, par exemple, a franchi le Pacifique avec un simple Piper Comanche. John Merriam et Geraldine Mock rivalisent sur un tour du monde. Et enfin, la NASA a ouvert ses portes aux femmes pour les sélections dans le cadre du programme Mercury. Jerry Cobb devient le premier Feminine Subject pour la sélection des astronautes en 1960. Elle apprend alors que les spationautes représentés par Alan Shepard et John Glenn refusent les missions avec les femmes, en déclarant ne pas voir leur utilité dans l'espace,
sauf s'il se trouvait des femmes supérieures aux hommes. Voilà. Comme c'était eux qui étaient supérieurs, il devait y avoir que des hommes. Le 16 juin 1963, on a vu sa photo tout à l'heure, l'URSS envoie la première femme cosmonaute, ils ont grillé les Américains, avec Valentina Tereshkova. Enfin, entre parenthèses, qui n'avait pas été très bien préparée. Ouais, elle était parachutiste. En Australie, Christine Davy devient la première femme commandant de bord sur DC-3 en 1964. Et Jacqueline Dubu, en 1967, en France, devient la première femme pilote de ligne française sur Caravelle. Elle est sortie major de promo de l'école politique féminine. Et le New York Times parle de nouvelle révolution française. Enfin, il se trouve qu'on a pu avoir une femme pilote de ligne avant 73, parce qu'il y avait un décret qui interdisait de suivre la formation pilote de ligne, qui n'a été levé qu'en 73, si on n'était pas de sexe masculin. Mais comme c'était air inter des lignes intérieures, il ne s'appliquait pas vraiment le terme de pilote de ligne. C'était des pilotes de vols intérieurs, voilà. Donc la première était air inter. Moins timorée en matière que les compagnies occidentales, l'Aéroflotte confie des Ilyushin à des équipages exclusivement féminins. Enfin, il s'agit encore de propagande parce même actuellement, ils sont pas très favorables envers les femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes pilotes. Alors, donc, je vous parlais du décret pour être pilote de ligne abrogé en 73 grâce à l'intervention de l'Association française des femmes pilotes. Il se trouve, par une drôle de manière, que la présidente Marie-Joseph de Beauregard était amie avec Madame Pompidou, qui a influencé son mari pour faire sauter biochimie. Sally Ride, l'astrophysicienne, sont assaillies de questions stupides par les journalistes. Ferez-vous le ménage dans la capsule, du tricot dans les temps morts? Porterez-vous un soutien-gorge sous le scaphandre? Elle répond, pourquoi faire? Les seins ne tombent qu'ici bas. Sally manœuvrera le bras de 15 mètres de la station, mais elle est moins payée que ses collègues masculins. Bon. Maintenant, il y a peut-être égalité. Bonjour. Le 25 juillet 84, les Russes sont encore les premiers à envoyer une femme dans l'espace en activité extravéhiculaire autour de Svetlana Savitskaya. Mais depuis 83, les Américains se sont bien rattrapés, ont envoyé 40 femmes sur les différentes missions des Space Shuttle jusqu'en 2011. En 95, on avait eu la première Helen Collins, la première commandante de navette. En France, on revient à la France pour l'armée de l'air, était ouverte en 1996 pour devenir pilote de chasse. Il y avait des quotas négatifs pour les femmes. Ils ont eu peur d'avoir trop de femmes. C'était 3 femmes pour 63 hommes. Le quota négatif. Donc elles ont protesté, l'association est intervenue également auprès du gouvernement pour faire sauter ces quotas négatifs. Et ensuite, donc on a eu les quotas restrictifs ont sauté en 98. Caroline Egg devient la première femme pilote de chasse macaronais à 25 ans. En 2009, Virginie Guyot devient la première femme leader de la patrouille de France. La colonelle Anne-Laure Michel, chef de l'école des pilotes militaires de Salon, elle est maintenant responsable de la base d'Istres. Il y a eu ensuite, vous avez dû entendre parler d'une mission spatiale féminine, c'était pour travailler en dehors de la navette, qui n'a pas pu partir à cause d'un manque de tenue spatiale pour les femmes, parce que tout était fait pour les hommes, bien sûr, jusqu'à ce qu'on ait eu, à ce moment-là, c'est là que ça a réussi, le 18 octobre 2019, sortie d'un équipage entièrement féminin dans l'espace, dirigé par Jessica Meir et Christina Koch. On les voit au milieu. Mission réussie. 65 femmes sont allées dans l'espace, 17 doublures se sont entraînées, les vols sur Mars sont envisagés et mixtes. Voilà. Donc quel avenir? Le chemin pour la parité est encore long. On voit que ça bouge. Alors allez-y les filles, il va falloir continuer à se battre. On a donc maintenant à France 10% de femmes pilotes et des costumes de pilotes pour les femmes pilotes enceintes. Et on a donc la directrice du spatial en Angleterre, Elizabeth Stewart, grâce à Priantech, voilà, vous avez fait un exposé sur la parité, que effectivement, si on fait pas des quotas
légèrement favorable aux femmes, il faudra, à compétences égales évidemment, il faudra 90 ans pour arriver à la femme. Voilà. Next. Alors, donc moi j'étais pilote de ligne à Air France pendant 35 ans et j'ai eu la chance de voir une évolution des avions extraordinaires, du Boeing 727 à l'Airbus 380. Sur le 747 cargo, j'ai beaucoup aimé cette période. On faisait des escales assez longues et on se posait pour refueler. On ne pouvait pas faire direct Paris-Shanghai, par exemple, en cargo. On se posait en Ouzbékistan, à Tashkent. Et j'ai rencontré, par l'intermédiaire de ma guide, un scientifique qui travaillait avec la Cité des Étoiles et faisait des camps de cosmonautique tous les étés. Et avec des cosmonautes russes qui étaient issus du Kirghizistan ou de l'Ouzbékistan. Et il y avait donc 35 jeunes de 11 à 18 ans. Et il invitait toujours des étrangers. Donc il m'a demandé de faire des conférences aussi dans ces camps. Et il m'a dit, l'année prochaine, vous venez avec 4 enfants français. Et j'ai dit chiche, et j'ai fait ça pendant 10 ans. Voilà, donc là, vous voyez, on était à l'Académie des sciences à Tashkent. Le camp durait une semaine. Next. Donc là, c'est un cosmonaute russe, oui, qu'on avait rencontré, Ornienko. En bas et à droite, il est venu au camp. Next. Donc on avait le matin des activités, des cours théoriques le matin. Donc il y avait des scientifiques, la directrice faisait de la recherche dans le nucléaire. Elle apprenait aux enfants comment marche un rayon laser. Les caractéristiques des planètes, etc. On n'avait pas d'internet et comme il faisait très chaud, il faisait 40 degrés, pas comme aujourd'hui. On faisait la sieste ou aller dans la rivière de midi à 4 heures et l'après-midi c'était des ateliers pratiques avec les enfants. Alors des fusées à poudre, là c'est pas les normes européennes, hein, c'était Oui. très sympa. Ils font ça à Baïkonour pour les enfants dans les classes aussi. Des fusées à poudre à 3 étages, fabriquées par les enfants. Des planeurs en bambou courbés à la bougie avec du papier de soie. Concours de planeurs sur la beauté, celui qui ira le plus loin, etc. Next, peut-être qu'on va voir les planeurs. De cerfs-volants, vous voyez les planeurs. De cerfs-volants, alors, moi j'avais amené un moniteur de cerfs-volants indoor français. On avait le dernier cri fibre de carbone des toits spéciales et eux avec des récupérations de sacs poubelles et de tout ce qui traînait dans le coin, ils allaient plus haut que nous avec leurs cerfs-volants. C'est un peu écœurant. C'est la low-tech. Comme en Inde d'ailleurs, c'est très pratique. Ces zéphyrs, oui. Et il y avait aussi un concours de dessin sur le thème, c'était l'espace et ou l'environnement déjà avancé. À la fin, il y avait un jury, donc et chaque équipe, alors il y a ça, c'est les ateliers pratiques, les concours pratiques, devait faire un projet sur l'espace et ou l'environnement, mais la directrice qui faisait de la recherche leur montrait comment structurer un projet de recherche avec des grands papiers et dessins, les éclater, etc., la faisabilité financière, technique, des maquettes faites avec des récupérations aussi, ils faisaient des maquettes formidables. J'ai réussi à emmener Cyril Fournier, qui est un pilote d'Air France qui a fait l'expérience Mars 250, Thomas Pesquet était propriétaire. Et avec ceux qui gagnaient, ils gagnaient pas grand-chose, mais il y avait un jury des cosmonautes russes, de l'ambassade de Russie, l'Académie des sciences, de Tashkent et nous. Voilà, c'était une sacrée aventure, toujours différente. Next. On a ensuite organisé. Après ça, on repassait de Tashkent à Moscou avec les enfants, on visitait la cité des étoiles. Et là, c'était dans le simulateur de la capsule de Mir. Et c'était, alors visiter ça avec les cosmonautes, c'est exceptionnel parce qu'ils sont comme à la maison. Nous montrer, là, je dors comme ça, là, sur la table, il y a l'aspirateur qui aspire les miettes pour pas avoir des trucs qui flottent partout. Next. Et Salidjan Sharipov, qui était un grand pratiquant de ces stages, après nous a donné l'autorisation de communiquer par mail avec lui
quand il était là-haut, dans l'espace, donc il fallait avoir l'autorisation de la NASA. Et c'était extraordinaire de recevoir ces photos. Alors ça, c'était la photo qu'il avait envoyée pour le Noël. Vous voyez, il a un bleu sur la jambe. Ouais. Je me disais, c'est bizarre, il a pas l'air quand même très souriant. Et j'ai appris après, enfin, ils nous ont raconté après la guerre froide toutes les expériences ratées dans les camps. En fait, ils avaient oublié, on avait été le voir décoller d'ailleurs à ce moment-là, ils avaient oublié la nourriture. Ah, Ils disaient, ah oui, ballot. nous, sur le cargo, c'est le commandant de bord qui vérifie, mais nous, on part que pour 9 heures. Et là, ils ont dû renvoyer une fusée avec un véhicule parce que ils étaient 3 dans le véhicule qui partait et 2 dans la station. Ce qu'ils ont changé après, parce que 2 dans la station, si on avait un à l'extérieur et que celui à l'intérieur avait un malaise, ils ne pouvaient plus rien faire pour celui qui était à l'extérieur. Ils emmenaient les vivres pour 6 mois et ils ramenaient les poubelles. Enfin, je l'ai dit, pour 6 mois. Et là, donc, ils avaient plus qu'une petite boîte de pâté et, je sais, une confiserie chaque jour. L'américain Chao, il se regardait dans le blanc des yeux, tous les deux. Et l'américain, il a dit plus jamais. Mais les Russes, ils sont habitués aux conditions difficiles, ils bricolent avec des ficelles. Et en plus, ils ont eu des fuites. Il y a de l'acide sulfurique dans les toilettes pour détruire les matières solides. Et ils ont eu des fuites d'acide sulfurique et ils s'inquiétaient que ça allait pas abîmer les circuits. Et ils n'arrivaient pas à le rattraper, ça passe à travers le plastique. Donc c'est avec de la porcelaine qu'il a réussi et il s'était fait mal. Enfin, il nous a raconté après. Ouais. Voilà, j'arrête. C'est pas tout. Non, bah, tu as encore du temps. Alors moi j'ai vu une interview d'ailleurs que tu nous as passée là sur d'une dame qui est de super-héros d'ailleurs, qui travaille à la NASA, qui était interviewée par un web journaliste et elle me disait qu'apparemment à la NASA, eh bien c'était la parité complète, au moins au sol dans les études, c'est-à-dire il y avait autant d'hommes que de femmes. Il y a eu le film donc ça a changé. Les femmes de l'ombre, hein, on a vu qu'elles étaient des pauvres. Elle faisait beaucoup de calculs, mais bon. Alors moi, pour préparer cette session là, du coup, je me suis plongé dans l'espace. Alors je vous conseille entre autres ce numéro que j'ai reçu, pas par hasard parce que je suis abonné, je fais un peu de pub pour la science, un numéro spécial sur l'espace. D'ailleurs, en page 3, on trouve Athéna qu'on va rencontrer tout à l'heure. Qui est notre directrice de CNRS et qui sélectionne les astronautes. Donc on va avoir vraiment quelque chose de très intéressant. Et aussi je me suis plongé un peu dans les séries. Je sais pas si vous regardez un peu les séries. J'évite parce que franchement c'est trop addictif. Et il y en a une en ce moment qui s'appelle, alors elle est peut-être pas trop récente, mais For All Mankind, qui veut dire pour toute l'humanité. Et c'est en fait une uchronie, c'est une réécriture de l'histoire spatiale américaine. Et ça démarre, donc c'est une série que vous trouvez, je sais pas, sur Apple TV, je crois. Et en fait, ça commence, le premier épisode, alors tant pis je vous spoil le premier épisode, mais les autres épisodes sont intéressants. On voit, ça se passe en Amérique, ça se passe dans les années 70, c'est au moment de la conquête de la Lune, il y a un événement important, tout le monde est branché, la planète est branchée sur ce premier pas de l'humanité sur la Lune. Moi je l'ai vécu, j'avais 8 ans aussi, à la télé évidemment. Et là, vous voyez les Américains, le centre spatial de Houston, ils regardent, ils ont l'air un peu tristes, etc. Et là, on voit en noir et blanc quelqu'un en combinaison qui descend, qui va sur la Lune. Et on dit oui, on va essayer d'avoir la traduction. Voilà, c'est le premier pas pour le mode de vie socialiste et soviétique. Et là, il y a un drapeau qui s'affiche avec en rouge, enfin en noir et blanc, mais avec la faucille et le marteau. Et en fait, le premier homme sur la Lune, c'est un Russe. Et donc toute la série commence là-dessus. Où en fait, il y a une course à l'espace effrénée qui se passe entre les Russes et les Américains. Ensuite, évidemment, le deuxième coup de grâce, c'est que les Russes font marcher une femme sur la Lune, évidemment. Et finalement, ça se traduit par une conquête de l'espace qui ne s'arrête pas, parce que vous savez qu'après, il y a eu 4-5 missions après Apollo 11, ou peut-être plus, je sais pas, mais enfin, ça s'est arrêté un peu faute d'intérêt.
Et là, ça continue avec l'installation de bases sur la Lune. Et ben finalement, maintenant, on va en parler tout à l'heure, mais justement avec Artemis, hein, le retour des êtres humains sur la Lune, et d'après ce que j'ai compris, ce qui a fuité, la prochaine spationaute ou astronaute, enfin être humain qui ira sur la Lune, si c'est Artemis qui gagne par rapport aux Chinois, ça sera sans doute une femme. C'est ce que j'ai entendu dire, non? Ouais, voilà. Donc voilà, cette série For All Mankind, elle est très intéressante pour tous les fans de Cosmos 99. À notre jingle d'entrée, c'était Cosmos 99. Vous l'avez peut-être reconnu. Les plus anciens ont vibré avec ces aventures, qui étaient l'aventure d'une base lunaire. Évidemment, en 99, il n'y en avait pas, mais on a tous rêvé là-dessus, et c'est très important de rêver. Alors, moi, je regarde pas beaucoup de séries, mais pendant le premier confinement, c'est Priyanka qui va parler après, qui m'avait conseillé la série Mars. Parce qu'il y a une femme commandant de bord sur une mission, et c'est très intéressant parce qu'il y a des extraits de documentaires de la NASA et de Greenpeace qui s'affrontent, et on voit dans l'histoire que l'homme, les multinationales finissent par gâcher les projets des scientifiques pour aller exploiter n'importe comment la planète Mars, comme d'habitude. Et après, du coup, j'avais embrayé sur une autre série aussi où c'était, je crois que ça s'appelle Stella, où aussi il y a une femme commandant de bord avec ses problèmes familiaux, etc. Mais il y a une personne de chaque pays, et donc il y a le russe qui m'a vraiment fait penser au cosmonaute russe que j'ai connu, qui a amené ses marionnettes, qui bricole il arrive à réparer avec n'importe quoi, avec les moyens du bord quand il y a une panne, et il fait sa vodka clandestine. Enfin, c'est totalement les personnages qui sont. Voilà, donc c'est sûr que oui, les séries, ça peut faire rêver, et ça peut avoir son intérêt pour ceux qui aiment l'espace. Merci beaucoup Christine et Marc. On voit que vous êtes des cinéphiles aguerris. Est-ce que des personnes dans la salle ont des questions pour l'AFFP ou en rapport avec ce que Christine a pu nous dire par rapport à l'espace ou à ses missions en Ouzbékistan? À distance, vous avez le chat si vous le souhaitez. Des questions sur... Oui. Bonjour Christine. Bonjour. L'aventure spatiale ne vous a jamais vraiment intéressé, du moins de participer à une sélection, parce que l'espace pour vous c'était beaucoup trop haut, j'imagine, à votre carrière. Quand j'ai fait ma première année à l'ENAC, de formation pilote de ligne, il y avait une sélection d'astronautes. Et à ce moment-là, il y avait le film The Right Stuff, l'étape des héros. Et oui. Et en fait, j'ai pas eu envie d'être un cobaye. Donc, ça m'a fait renoncer à faire le concours. Mais j'aimerais bien aller sur la Lune. Et si c'était à refaire, alors, avec les connaissances que vous avez aujourd'hui? Ah ben, j'ai plus le même âge. Il faut demander aux jeunes. On va laisser la place à Priyanka, qui va nous expliquer. Ouais. Donc, merci beaucoup. Enfin, ceci dit, ça c'est une question qui est très intéressante, c'est qu'en fait, on voit que les spationautes sont des gens qui sont triés sur le volet. Pour 25 000 pour les arts, voilà. C'est donc on est dans des conditions qui sont quand même si ça fait rêver, qui sont très faible, voilà, qui sont très contraignantes, qui sont très difficiles. Une des questions, moi je me pose, c'est justement elle a fait. Ah, tu l'as fait, ouais. Et une des questions que je me pose, c'est qu'avec des gens comme Virgin Galactic, enfin tout le spatial privé qui essaye de mettre le spatial. C'est pas pareil, ils envoient plutôt des touristes dans l'espace. Exactement. Et la question c'est, est-ce qu'un jour on n'aura pas, vous et moi, on aura la possibilité d'aller dans l'espace parce qu'on nous aura préparé le terrain, entre guillemets. Je sais que sur Virgin Galactic, par exemple, ils travaillent sur des sièges qui ont des inclinaisons différentes, etc. Alors après, il y a les problèmes d'environnement. Financés. Ça prend encore plus d'énergie que l'avion. Là, il faut avoir des lancements
Et il me semble que tout ça, ce sera environnementalement. répondu par peut-être Athéna dans les prochaines conférences qu'on va avoir. Voilà. Du coup, elles sont Merci. très complètes. Christine. Faut lui remettre son diplôme.